Il est 19h30 et c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, l'employabilité des jeunes en Afrique, c'est le combat du mouvement I4 Policy. Et puis au Sénégal et au Nigeria, les populations sont attendues le dimanche prochain dans les urnes pour élire leur président. Dames et messieurs, bonsoir et merci de feuilleter cette édition avec nous. Hackathon, c'est le marathon haché pour résoudre un problème, celui de l'employabilité des jeunes en Afrique. Et le mouvement I4 Policy a été lancé ce vendredi à Ouagadougou. C'est un cadre ouvert pour débattre de l'entrepreneuriat des jeunes sur le continent. Et c'était en présence de Yannick Kaboré et Delphine Banissi. Après le Rwanda, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, voici lancé le I4 Policy Burkina. C'est un mouvement qui vise à rassembler en une coalition forte tous les espaces de création dédiés à l'entrepreneuriat. Un mouvement travaillant main dans la main avec les institutions publiques des différents pays concernés. I4 Policy, c'est un mouvement qui vise à rassembler en une coalition forte tous les espaces d'innovation, les espaces de création, les espaces liés aussi aux entrepreneurs, donc dédiés à l'entrepreneuriat sur le continent, pour travailler main dans la main avec nos institutions publiques en vue, bien entendu, de créer des politiques d'innovation adaptées et qui vont surtout améliorer le cadre des affaires et le cadre réglementaire pour les jeunes pousses dans nos différents pays. On est convaincus qu'on ne pourra pas réussir à créer de la valeur sans nos gouvernements. Donc c'est un appel que nous leur lançons, pas pour leur dire que nous avons les réponses, mais tout simplement pour leur dire que nous sommes avec eux, pour pouvoir leur apporter le savoir-faire que nous déroulons tous les jours, mais également avec la conviction qu'on vise un objectif commun. Ils veulent créer de l'emploi, nous voulons devenir des employeurs, donc main dans la main, on peut vraiment faire de l'employabilité des jeunes plus un succès qu'une problématique comme c'est le cas aujourd'hui. Et le représentant du ministre en charge du commerce, parrain de cette initiative, a d'apprécier l'œuvre à sa juste valeur dans la mesure où celle-ci vise la promotion de l'entrepreneuriat, d'où celle du secteur privé. Donc nous, en tant que ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, qui avons en charge la promotion du secteur privé, c'est tout naturellement que nous avons apporté notre soutien donc à la tenue de ce premier hackathon et qui appelle tant d'autres pour identifier des problèmes et les résoudre avec des solutions rapidement opérationnalisables. C'est une plateforme qui va leur permettre d'influencer, de faire comprendre leurs préoccupations et bien sûr leurs propositions de solutions. Et à nous, au niveau donc des structures publiques, de voir comment est-ce qu'on peut les intégrer parce que la compétitivité, ça se gagne sur ce genre de détails et nous sommes heureux donc de pouvoir accompagner cette manifestation. La Fabrica et l'Institut Deux Yeux, en partenariat avec la Banque mondiale, sont les initiateurs de cette rencontre. L'éducation pour tous dans un contexte de défis sécuritaires au Burkina Faso, c'est un challenge pour le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré et son gouvernement. Hier matin, s'est ouvert un atelier sur la question. Objectif valider la nouvelle stratégie de scolarisation des zones à fort déficit sécuritaire au Burkina Faso. Odette Zouangena a pris part à l'ouverture de cet atelier et voici son compte-rendu. Tous les acteurs du système éducatif sont présents ce matin à cet atelier de validation de la stratégie de scolarisation des élèves des zones à fort défi sécuritaire au Burkina Faso. En s'attaquant à l'institution scolaire, socle de notre nation, berceau dans lequel nous forgeons l'avenir de notre pays, les forces du mal ont le macabre destin de recouvrir le Burkina Faso du voile de l'obscurantisme. C'est donc vous dire que l'avenir des enfants de notre pays, où qu'ils se trouvent, ne saurait être sacrifié, quelle que soit l'adversité. Conscient de tout l'enjeu d'une telle rencontre pour le devenir de l'éducation au pays des hommes intègres, qui est malheureusement marqué par de nombreux soubresauts, le Premier ministre ne doute pas du bien fondé de la nouvelle stratégie qui, à l'en croire, est unique au monde.
La présente stratégie soumise à validation a été élaborée de manière inclusive, avec la participation effective de l'ensemble des parties prenantes. Elle intègre des démarches et des approches innovantes à mettre en œuvre dans ces zones pour que les principaux bénéficiaires que sont les apprenants comblent rapidement les retards dans les apprentissages. Elle repositionne en outre l'école dans la communauté, en fait l'émanation et le projet co-construit avec celui-ci, rompant ainsi avec l'insularité de l'école que dénonçait feu le professeur Kizerbo. Enfin, elle est en même temps une révolution qui pourrait à terme changer profondément le système éducatif burkinabé. Dans cette perspective, le gouvernement de Dabiré s'est compté sur le soutien des partenaires techniques et financiers. C'est donc avec un réel plaisir, un intérêt très sincère que les partenaires techniques et financiers sont présents à cet atelier de validation aujourd'hui. Je voudrais pour cela remercier le gouvernement pour nous avoir associés à la validation de cet important document de stratégie dont la mise en œuvre va permettre de restituer à des milliers d'enfants, je le cite à nouveau, ce droit qui est le droit essentiel et fondamental d'accès à l'éducation. La validation de la dite stratégie devait permettre de transformer le contexte handicapant d'insécurité en opportunité pour innover et améliorer l'offre éducative. Ainsi, l'espoir est encore permis. Les élèves et les enseignants des zones à risque pourraient, grâce à sa validation, voire même sa mise en œuvre effective, reprendre la route du temple du savoir. Nous parlons d'élections en Afrique et précisément au Sénégal et au Nigeria où les candidats aux élections présidentielles redoublent d'ardeur pour conquérir l'électorat. Mais avant, parlons de l'Afghanistan qui n'est pas loin d'une crise alimentaire du fait de la guerre. L'Afghanistan, où perdure un conflit meurtrier, pourrait connaître en 2019 une importante crise humanitaire à cause d'une sécheresse exceptionnelle. Les conséquences pourraient être terribles dans ce pays où un tiers de la population vit dans l'insécurité alimentaire. L'ONU, qui a du mal à réunir 540 millions d'euros, s'alarme. Je suis un peu déçu parce que nous approchons de la fin du mois de février et jusqu'à présent, nous n'avons reçu que 3% de ce qui est nécessaire. Je pense que les 3 600 000 Afghans qui sont à un pas de la famine pourraient basculer dedans. Toby Lanzer rappelle que la paix doit être une priorité. Après 17 ans d'intervention militaire en Afghanistan, les États-Unis négocient actuellement un projet d'accord avec les talibans. Mais sur demande talibane, le gouvernement afghan est exclu de ces tractations en vue d'un processus de paix. Ce que nous voulons le plus, c'est la paix, et que des mesures soient prises par les différents pays et partis, mais aussi par le peuple et les dirigeants afghans, pour mettre fin à 40 ans de guerre. C'est la priorité numéro 1. Une urgence dans un pays où 54% de la population vit sous le seuil de pauvreté. La commission électorale nigériane fait le bilan à quelques heures des élections générales de ce samedi. Sur les 36 États que compte le pays, seuls 19 ont reçu le matériel électoral. De ce fait, elle confirme la tenue des élections présidentielles, législatives et sénatoriales déjà repoussées de plus d'une semaine à ce samedi 23 février. 19 États se sont complètement déployés. D'ici la fin de la journée, tous les États et le FCT seront déployés, sauf l'État de Bayelsa. Sur 84 4 084 électeurs inscrits, le nombre total de PVC collectés s'élève à 72 775 585, ce qui représente 86,3%. La commission électorale avait été l'objet de critiques pour avoir reporté les élections générales au 23 février, quelques heures seulement avant l'ouverture des bureaux de vote, arguant de graves problèmes logistiques.
La sécurité sera également renforcée pour parer aux éventuelles attaques terroristes lors des opérations de vote. L'INEC travaille avec la police nigériane en tant qu'organisme chef de file et sur la base d'une évaluation de la menace et du niveau d'assistance dont la police a besoin, elle peut faire appel à d'autres organismes de sécurité, y compris l'armée. Plus de 84 millions d'électeurs sont enregistrés au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, et près de 120 000 bureaux de vote seront ouverts sur l'ensemble du territoire. Deux des 5 candidats à la présidentielle sénégalaise, Ousmane Sonko et Madické Niang, ont participé jeudi à un débat public à la Maison de la Culture d'Outasek à Dakar. Les deux hommes avaient en face un panel citoyen, faute d'un grand débat commun. L'ancien Premier ministre Idrissa Seck et le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement Issa Sall, qui avaient donné leur accord de principe, se sont finalement désistés pour des contraintes d'agenda. Selon les organisateurs, le mouvement Y en a marre. Le député Ousmane Sonko a ouvert le bal par son thème de prédilection, la souveraineté économique. C'est nous qui assurons notre stabilité, ce n'est pas la France. Donc tous ceux qui disent que le franc CFA, c'est des histoires. Et le pire, c'est qu'on nous dit que nous sommes des incompétents. Madické Niang, ancien ministre des Affaires étrangères, a promis la relance de l'agriculture et de l'industrie, ainsi que la création d'un ministère des Affaires religieuses, entre autres. Grand absent à ce débat, le président Macky Sall, qui n'avait pas accepté l'invitation de Y en a marre, encore moins donné suite aux sollicitations d'autres membres de la société civile. Dames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités. Puisse la grâce de Dieu être votre partage. À demain.